Je suis dans le local technique au sous-sol, niveau -2, derrière le panneau TGBT, accès réservé. 2h17. Les néons du couloir clignotent toutes les 30 secondes. La caméra au-dessus de la porte bascule en balayage à 2h18 5. J'ai 18 secondes de fenêtre quand l'angle s'éloigne. Je porte des gants nitriles, une veste de chantier sans logo, un badge magnétique volé dans un vestiaire. J'ai recopié le numéro de série du badge sur une étiquette thermocollante, même police, même graisse sur les bords. Le bip d'accès est court. La porte cède. À l'intérieur, le bruit constant des ventilateurs, l'odeur de poussière chaude, les rangées de coffrets, les câbles de fibre, le petit boîtier gris qui alimente l'armoire réseau de l'aile administrative. Je pose mon sac au sol. Je sors un enregistreur d'événements, un petit switch, 2 modules SFP. Je n'improvise pas. Je reproduis une installation conforme, propre, invisible. 2h19. J'ouvre l'armoire avec la clé universelle. Je ne force rien. Les traces de levier ne servent qu'aux gens qui veulent être découverts. Je débranche une liaison, j'intercale mon matériel, je referme. Le lien remonte en moins de 4 secondes. Aucun clignotement anormal. Les journaux ne signaleront qu'une micro-coupure compatible avec une fluctuation électrique. Le téléphone vibre, mode silencieux. Un message préécrit s'affiche. La présidente est confirmée 8h30. Plateau B FM, salon fait IP 7h55. Je ne réponds pas. Je copie l'info sur une fiche papier, pas sur une application. Je remets l'armoire en état. Je passe un chiffon microfibre sur les poignets. Je change mes gants et les enferme dans un sachet zip. Je note l'heure exacte sur le sachet. Les sacs, je les jette à 3 km dans une poubelle de chantier sans collecte de tri. Je sors du local technique au moment où la caméra revient sur l'axe. Je ferme la porte sans regarder en l'air. Dans le couloir, je marche comme quelqu'un qui travaille ici. Pas de course, pas d'hésitation, pas de tête tournée. Au-dessus, à la surface, la fondation porte son nom. Elle a pris les comptes familiaux, les a redressés, a acheté des bâtiments, a financé des bourses, des centres de soins, des galas. Les journaux l'appellent la survivante. Les photos sont toujours les mêmes. Tailleur clair, sourire calibré, main jointe devant un pupitre, mécène aligné derrière. Moi, officiellement, je suis mort depuis 7 ans. Accident sur la D113, sortie de route, véhicule en feu. Un corps non identifiable, un dossier clos, un acte de décès. Une dette qui s'éteint sur le papier, pas chez ceux qui tenaient à la corde. Je vis avec des noms qui n'ouvrent aucune porte en mairie. Je loue des chambres en liquide. Je change de ville tous les 3 mois. Je travaille sous-traitant, intérim, manutention, nuit, là où personne ne demande autre chose qu'un RIB et un silence. Je garde une distance constante avec les systèmes. Sauf ce soir. 2h41. Je traverse le hall du siège de la fondation. Le marbre reflète les spots, les plantes sont arrosées à heure fixe. Le gardien est assis derrière une vitre. Café tiède, écran de vidéosurveillance. Il ne lève pas la tête quand je passe. Le badge a fait son travail. Dehors, l'air est froid, sec. Je monte dans une voiture grise déjà garée depuis 1h10, plaque volée sur un parking de supermarché. Je roule sans accélération brutale, feu réglé, itinéraire sans caméra LAPI quand c'est possible. Dans mon oreille, l'écouteur me donne un flux. Trafic réseau capté, métadonnées, synchronisation. À 3h12, je vois la première chose utile. Une connexion sortante depuis l'ordinateur du directeur financier, session ouverte à 22h03, transfert vers un cloud privé, volume stable. Je relève l'adresse, je relève l'empreinte, je laisse faire. Je ne coupe pas encore. Je veux le fichier complet. À 3h27, un autre événement. Un accès au dossier Accident 2019 dans l'archive interne de la Fondation. Le dossier n'existe pas dans l'organigramme officiel. Il est masqué. Quelqu'un y entre avec des droits administrateurs. Je note l'identifiant de session. A.Leroy. Je n'ai jamais vu ce nom dans leur communication publique. Je coupe le moteur, je reste dans l'ombre, téléphone éteint. Je ressors la photo imprimée en noir et blanc que je garde pliée en 4. Elle sort d'un réseau social, capture d'écran, qualité médiocre. On y voit ma sœur sur une estrade, micro main droite. À côté d'elle, légèrement en retrait, un homme en costume sombre, badge visiteur, profil net. Je compare au flux que je viens de capter. Même initial, même rythme d'accès, même fenêtre horaire. Je n'ai pas besoin d'un tir ni d'un scandale immédiat. J'ai besoin d'un mécanisme qui se referme sans bruit, avec des signatures, des horodatages, des témoins involontaires. Ce soir, je viens d'ouvrir la cage. Je range la photo, je redémarre, je roule vers le 9e arrondissement. L'adresse est déjà dans ma tête, l'immeuble où elle dort quand elle ne communique pas. Là où les rideaux sont épais, où l'interphone répond au nom de la fondation.
pas au sien. 4h06. Je stationne en double file 30 secondes, juste le temps de déposer une enveloppe beige dans la boîte aux lettres intérieure. Papier épais, sans traces, sans salive. À l'intérieur, une copie certifiée, conforme d'un rapport d'expertise automobile daté d'il y a 7 ans, avec une annotation au stylo rouge, modification du dossier, qui a payé, et un numéro de téléphone prépayé. Je repars. Je ne regarde pas les fenêtres. Je sais exactement laquelle est la sienne. À 4h14, mon téléphone vibre une seule fois. Un appel entrant sur la ligne prépayée. Le numéro est masqué. J'écoute sans parler. Une respiration, courte, maîtrisée. Puis une voix d'homme très près du micro. « Monsieur, on vous attend au bureau. » Il dit « au bureau » comme si j'y travaillais déjà. Je coupe l'appel. Je freine au feu rouge. Dans le rétroviseur, une voiture noire s'est arrêtée derrière moi, sans raison de tourner ici, à cette heure-là. Ses phares restent éteints. 4h15. Le feu passe au vert. Je ne démarre pas immédiatement. Une seconde de plus. 2. La voiture noire reste immobile. Aucun appel de phare. Aucun klaxon. Elle attend que je décide. Je tourne à droite sans clignotant, manœuvre sèche mais plausible. Je prends une rue étroite puis une autre. 3 intersections. Je vérifie les reflets dans les vitrines fermées. La silhouette noire suit, distance constante, pas d'accélération excessive. Conduite professionnelle. Je note la plaque, elle est propre, récente, sans vie rouillée. Probablement louée. Je n'essaie pas de semer. Je veux confirmer. 4h22. Je m'engage dans un parking souterrain ouvert 24/7. Caméra à l'entrée, barrière levée, ticket pris. Je descends au niveau -3. Je coupe le moteur, je reste assis, main sur le volant. La voiture noire descend aussi. Elle se gare 2 rangées plus loin, angle de vue direct sur ma place. Je sors lentement. Je ferme. Je marche vers l'ascenseur, mais je bifurque vers l'escalier de service. Je monte à pied, sans bruit, jusqu'au niveau -1. Je traverse derrière les colonnes, je reviens sur la rampe. J'observe. 2 hommes sortent de la voiture noire. Tenue civile, chaussures sombres, oreillettes discrètes. Ils ne cherchent pas un voleur. Ils cherchent quelqu'un qui n'existe pas. Je remonte au niveau rue par une sortie piétonne. L'air est plus froid. Je change de direction. Je laisse le parking derrière. Je ne retourne pas à la voiture grise. Elle est déjà compromise. À 5h03, je suis dans une chambre louée sous un nom mort depuis 3 mois. Rideau tiré, ordinateur portable sans disque interne, système sur clé chiffrée. Je branche un routeur 4G acheté en liquide. Je consulte le flux capté au siège. Le dossier Accident 2019 contient 12 fichiers. Photographie de carcasse, rapport de gendarmerie, relevé téléphonique et un document PDF scanné intitulé Transaction cabinet Leroy et associés. Je l'ouvre. Une facture. Montant 48 000 €. Objet assistance juridique, clôture succession. Date 3 semaines après ma mort officielle. Payeur fondation familiale, compte principal. Je zoome sur la signature. Le nom du cabinet est identique à l'identifiant de cession, A. Leroy. Je ne commente pas, je copie, je duplique. Je prépare une diffusion en plusieurs étapes. Inspection fiscale anonyme, courrier au parquet financier, fuite contrôlée vers un journaliste local. À 6h11, un autre accès se produit. Quelqu'un ouvre le même dossier depuis une adresse IP externe, VPN d'entreprise. Le compte utilisé n'est pas administratif. Nom d'utilisateur, c.dumas. C'est elle. Elle ne devrait pas consulter ses archives à 7 heures. Elle est censée dormir avant son plateau télé. Elle est déjà en mouvement. Je bascule sur une autre base. Agenda public, déplacement, réservation d'hôtel, dépenses de représentation. Tout est propre en surface. Trop propre. Les montants sont ronds. Les dons sont calibrés. Les bénéficiaires sont toujours photographiés sous le bon angle. 7h28. Je me change. Vêtements neutres, cheveux courts, barbe rasée depuis la veille. Je prends une sacoche avec 2 dossiers papier, reliure administrative. Je ressemble à un consultant. 7h55. Salon fait IP, chaîne d'information. Accès badge invité, contrôle léger. Les agents regardent les sacs, pas les visages. Elle est là. Tailleur ivoire, maquillage discret, posture verticale. Autour d'elle, attachés de presse, assistants, 2 personnes du cabinet juridique. Parmi eux, l'homme de la photo, costume sombre, profil net, il parle peu. Il observe. Je reste à 6 mètres, je ne fixe pas. Je passe derrière un groupe de techniciens. Je m'approche du comptoir café, j'écoute les fragments. On a reçu quelque chose cette nuit. C'est une provocation. Le dossier accident ne devait plus être accessible.
Elle ne répond pas. Elle serre simplement son téléphone plus fort. Son pouce appuie sur l'écran sans déverrouiller. À 8h12, elle s'éloigne vers un couloir privé. L'homme en costume la suit. Je prends le même couloir 30 secondes après, rythme identique à celui d'un employé pressé. Porte entr'ouverte, voix basse. Ce n'est pas possible, il est mort. Officiellement, oui. Qui peut savoir pour la facture? Quelqu'un qui était là. Je m'arrête avant l'angle. Je sors un badge différent, marqué Maintenance Plateau B. Je le tiens visible. Je fais un pas. L'homme tourne la tête. Ses yeux se posent sur moi une fraction de seconde trop longue. Pas de surprise. Reconnaissance fonctionnelle comme si mon visage appartenait déjà à un dossier. Il dit calmement « Vous avez changé depuis l'accident ». Je ne bouge pas. Derrière lui, ma sœur apparaît dans l'embrasure. Son regard ne cherche pas un fantôme. Il cherche une confirmation. Elle murmure « Je savais que tu reviendrais, mais pas comme ça ». Et je comprends à cet instant précis que quelqu'un, depuis le début, a préparé mon retour autant que ma vengeance. 8h13. Le couloir est étroit, moquette sombre, éclairage indirect. Aucun bruit du plateau. Les portes sont coupe-feu, les conversations restent enfermées. Je garde la sacoche à la main, bras détendus. Je ne fais aucun geste brusque. Mon badge maintenance pend au niveau du sternum, parfaitement visible. L'homme en costume ferme la porte derrière elle. Un clic. Isolation. Il parle en premier. Alexandre Leroy. Cabinet Leroy et associé. Il ne tend pas la main. Il n'attend pas de politesse. Ma sœur reste à 2 mètres. Elle ne s'approche pas. Elle regarde mes chaussures, puis mon visage, comme si elle vérifiait une cohérence biométrique. Je dis seulement « Je suis venu récupérer ce qui reste ». Elle ne répond pas immédiatement. Elle inspire par le nez, elle pose son téléphone sur une console murale. Écran face contre bois. Leroy sort une chemise cartonnée, il l'ouvre avec méthode, à l'intérieur des copies, des photos, des relevés. Votre décès a été classé sans autopsie complète. Corps carbonisé, identification indirecte. C'était pratique. Il marque une pause, mais pas gratuit. Je note la formulation. Il sait depuis longtemps, ma sœur parle enfin. Tu as disparu. Les créanciers étaient déjà chez nous. Le notaire a reçu des menaces. Elle ne dit pas « j'ai eu peur ». Elle décrit des faits. Je réponds « et tu as encaissé ». Elle incline légèrement la tête, comme un acquiescement administratif. J'ai exécuté la succession. Tout a été signé. Tout était légal. Leroy ajoute « légalement propre, moralement ce n'est pas mon domaine ». Je ne réagis pas. Je regarde la chemise. Sur la première page, un acte de renonciation. Mon nom. Ma signature. Je m'approche d'un pas. Je n'ai jamais signé ça. Je le sais immédiatement. La courbe du R est mauvaise, la pression du stylo est trop régulière. Une imitation. Je dis « faux ». Ma sœur ne contredit pas. Nécessaire. Le mot tombe comme une ligne comptable. 8h16. Un assistant passe dans le couloir, plus loin. Leroy attend qu'il disparaisse. Puis il continue. Ton bas. Vous avez installé un dispositif dans notre réseau cette nuit. Vous avez envoyé une enveloppe. Vous avez déclenché une surveillance fiscale. Il déroule ma nuit comme un rapport. Je ne demande pas comment il sait. La réponse est dans la voiture noire, dans le parking, dans l'appel masqué. Ma sœur reprend « Tu crois que tu es invisible parce que tu es mort. Mais la Fondation a des audits, des juristes, des partenaires institutionnels. Chaque anomalie remonte. » Elle prononce « anomalie » comme on parle d'un bug. Je réponds « Je n'ai pas besoin d'être invisible. J'ai besoin que tu tombes. » Leroy referme la chemise. « Vous voulez la détruire. Très bien. Mais vous devez comprendre une chose. Si vous ouvrez ce dossier, vous ouvrez aussi le vôtre. » Il sort une seconde chemise, plus épaisse. Il la pose contre le mur, à hauteur de mes yeux. Titre « Accident D113, version complète ». Je vois une photo que je n'avais jamais vue. Ma voiture, oui. Mais sur le bas-côté, hors champ officiel, une autre silhouette. Un homme penché près de la portière avant l'incendie. Leroy tapote la photo. Ce témoin n'a jamais été entendu, parce qu'il travaillait pour vos créanciers. Ma sœur ajoute sans détour, ils t'ont laissé partir. Je reste immobile. Leroy poursuit. Ils ont accepté votre mort administrative en échange d'une chose, que l'héritage soit transféré sous contrôle, sous un nom propre, sous une structure respectable. Il regarde ma sœur. La fondation. Elle ne nie pas. 8h19. Je comprends la première couche. Je n'étais pas seulement un fugitif. J'étais un actif déplacé. Ma sœur parle encore. Il voulait récupérer l'argent, pas ton corps. Le notaire a reçu la liste. J'ai signé. Leroy a encadré. Je fixe ses mains, ongles courts. Aucun tremblement. Je dis «
Donc tu as travaillé pour eux. Elle répond, j'ai acheté du temps. Leroy intervient, et elle a fait réussi. 7 ans sans saisie, 7 ans sans violence au domicile familial, 7 ans de blanchiment institutionnel. Je laisse passer une seconde. Puis je demande, pourquoi me laisser revenir ? Ma sœur incline la tête vers le roi. Permission implicite. Il répond, parce que quelqu'un, depuis 3 semaines, pose des questions. Un juge d'instruction a rouvert un dossier. Pas à cause de vous, à cause d'un autre transfert. Il sort une feuille, montant 2,3 millions d'euros. Destination, compte offshore, enregistré la semaine dernière. Signataire C. Dumas. Ma sœur ne regarde pas la feuille. Elle regarde moi. Je dis, tu voles maintenant. Elle répond, voix basse. Non, je ferme le circuit. 8h23. Un bruit de pas rapide. 2 agents de sécurité approchent. Leroy range tout. Ma sœur murmure, si tu continues ton plan, tu seras arrêté avant midi. Si tu m'écoutes, tu peux disparaître encore. Je ne bouge pas. Je comprends que ma vengeance est déjà intégrée dans un dispositif plus large. Et au moment où les agents tournent l'angle, Leroy glisse une phrase presque inaudible. Vous n'êtes pas revenu pour la détruire. Vous êtes revenu parce qu'on vous a rappelé. Je fixe la porte au bout du couloir. Les agents accélèrent. Ma sœur fait un pas en arrière. Et je réalise que, depuis le début, je ne suis peut-être pas le chasseur, mais la pièce manquante d'un dossier judiciaire déjà refermé sur nous. 8h24. Les agents arrivent à hauteur. 2 hommes, oreillettes visibles, mains libres mais prêtes. Ils ne courent pas. Ils appliquent une procédure. Leroy sort un badge officiel, plastifié, tamponné. Tout va bien, intervention juridique. Le premier agent regarde le badge, puis mon visage. Il hésite une fraction. Ma sœur intervient. C'est un prestataire. Problème technique. Le mot prestataire suffit. Dans ce bâtiment, tout le monde est prestataire de quelque chose. Les agents ralentissent. Ils restent à distance. Leroy ouvre la porte coupe-feu. Nous devons rejoindre la loge. Il me regarde. Avec vous. Je comprends. Sortie encadrée. Pas une arrestation. Une extraction. Je marche. 8h27. Couloir secondaire. Escalier de service. Pas de caméra visible, mais je sais qu'il y en a. Elles sont toujours invisibles quand elles comptent. Ma sœur est derrière moi. Leroy devant. Les agents ferment la marche. Je note les issues. Porte extérieure à gauche, accès parking à droite, ascenseur verrouillé. À 8h31, nous arrivons dans une pièce sans fenêtre. Table pliante, bouteilles d'eau, dossiers empilés, un endroit conçu pour calmer les crises avant qu'elles deviennent publiques. Le roi ferme la porte. Les agents restent dehors. Silence. Ma sœur s'assoit. Pas moi. Elle pose un dossier sur la table, elle le pousse vers moi. Lisse, je l'ouvre, titre « Mandat de protection patrimoniale 2018 ». Date, 1 an avant mon accident. Signature du mandant, mon père. Contre-signature, moi. Je reconnais mon écriture. Je lis les clauses, transfert anticipé des actifs vers ma sœur, mise en fiducie d'une partie. Clause de déclenchement en cas de poursuite criminelle ou dette. Je tourne la page. Annexe, liste des créanciers. Nom, montant. Certains sont barrés, d'autres entourés. Je dis un « je savais ». Ma sœur répond « tu as demandé ». Le mot est simple. Aucun accent. Je fixe la dernière page, une note manuscrite de ma main. Si je disparais, tout doit passer par elle, pas d'autre option. 8h36. La pièce semble plus petite. Je ne dis rien. Je calcule. Ma sœur reprend. Quand tu as simulé l'accident, tu as fait exactement ce que tu avais prévu. Tu as disparu. Les dettes ont cessé d'être ton problème administratif. Mais les hommes, eux, sont restés. Elle boit une gorgée d'eau, geste contrôlé. Ils ont exigé des garanties. La fondation était la garantie. Leroy ajoute « Nous avons construit une façade. Caritatif, subvention, respectabilité. Chaque euro sale devait traverser des projets propres. » Je regarde le roi. « Et maintenant ?» Il répond « Maintenant, un juge suit les flux. Le transfert de 2,3 millions d'euros a déclenché une alerte bancaire. Ma sœur intervient immédiatement. Ce transfert n'était pas pour moi. Je la fixe. Elle sort une clé USB de sa poche, petite, noire, sans marque. C'est la collection. Je ne comprends pas, elle précise. Les objets, les antiquités, ce que père a caché avant sa mort. Pas dans les comptes, pas dans la succession. Physiquement. Leroy complète. Valeur estimée. Plus de 12 millions d'euros. Non déclarés. Hors système. Je reste immobile. Ma sœur continue. Le transfert offshore était un leurre. Un coupe-feu. Pour attirer le juge sur une piste financière pendant que nous sortons la collection. Elle prononce « nous ». Je note le pronom. 8h41. Elle pousse la clé USB vers moi.
les photos, les lieux, les inventaires. Je ne la prends pas. Je dis « Pourquoi me donner ça ?» Elle répond « Parce qu'ils vont fermer, aujourd'hui. » Le Roy confirme. À 11 heures, perquisition au siège. À 14 heures, convocation au parquet financier. À 18 heures, gel des comptes. Il regarde sa montre. Le dossier accident sera rouvert officiellement. Votre décès sera requalifié. Fraude. Je comprends l'enchaînement. Ma sœur parle encore. Tu voulais me détruire. Très bien. Mais si tu me détruis maintenant, tu détruis aussi la seule structure qui t'a maintenu hors de leurs mains. Je dis, tu as profité. Elle répond, j'ai exécuté ton mandat, et j'ai survécu dans le processus. 8h45, le roi sort un dernier document. Une lettre déjà signée, adressée au juge. Objet, dénonciation interne de fraude au sein de la fondation. Nom du dénonciateur, A. Leroy. Il la pose. Je vais tomber, officiellement. Je serai le fusible. Ma sœur ajoute, et toi tu seras le mort qui n'est jamais revenu. Je fixe la lettre. Je fixe la clé USB. Je comprends la dernière couche. Mon plan de vengeance est devenu leur plan de sortie. Ma sœur se lève. Décide. À cet instant, un bruit sec résonne derrière la porte. Pas un coup. Un choc métallique. Les agents parlent à voix basse. Puis une voix inconnue, ferme. Police judiciaire. Ouvrez. Le roi ne bouge pas. Ma sœur ne recule pas. Et je réalise que le piège n'était pas dans le sous-sol du siège, mais ici, dans cette pièce sans fenêtre, avec une clé USB sur la table et mon nom déjà écrit dans un dossier que je n'ai jamais contrôlé. 8h46, la poignée s'abaisse. Pas de précipitation. Procédure. Le roi lève la main, geste de calme. Ne faites rien d'irrationnel. Je reste debout. Ma sœur est à côté de la table. La clé USB est entre nous, à 20 cm. La porte s'ouvre. 2 officiers entrent, brassard PJ, dossier sous le bras. Derrière eux, un troisième homme, costume sombre, sans un signe apparent. Il ne regarde pas la pièce, il regarde moi. L'officier annonce « Madame Dumas, vous êtes convoquée immédiatement. Monsieur le roi, vous aussi. » Le roi répond « Nous coopérons. » Le troisième homme avance d'un pas. Il sort une photo plastifiée. Mon visage. Photo ancienne, mais identifiable. Et lui ? Silence. Ma sœur ne parle pas. Le roi non plus. L'officier PJ fronce les sourcils. Qui est-ce ? Le troisième homme répond « Un mort administratif, un problème qui revient. » Je note son accent. Pas policier, pas magistrat. Autre chose, il sort une carte, pas officielle. Juste un logo discret, un cercle noir. Je comprends. Créancier, réseau privé, pas l'État. 8h48. L'officier PJ insiste. Monsieur, déclinez votre identité. Je ne peux pas. Le roi intervient immédiatement. Prestataire technique. Il n'est pas concerné. Le troisième homme sourit sans montrer les dents. Il est concerné depuis 7 ans. Ma sœur fait un pas. Sortez. Ce n'est pas votre procédure. Le troisième homme tourne la tête vers elle. Votre procédure s'est terminée quand vous avez transféré 2,3 millions d'euros. Vous avez rompu l'accord. L'officier PG regarde alternativement la carte non officielle et le roi. Monsieur, vous êtes avec la police ou... Le troisième homme répond calmement « Je suis avec la réalité financière. » 8h50. La tension est mécanique. Personne ne crie. Personne ne menace. Tout est déjà écrit. Le roi ouvre son dossier et sort la lettre signée. « J'assume. Fraude interne. Je suis le responsable. » Il tend la lettre au PJ. L'officier la prend surpris. « Vous vous dénoncez ?» Le roi répond « Oui. » Et je fournis l'intégralité des éléments. Le troisième homme se penche légèrement. « Pas assez. » Ma sœur regarde la clé USB, puis moi. Elle dit très bas, « Prends-la. » Je ne bouge pas. Le PJ fait un pas vers la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma sœur répond, « Rien. » Le troisième homme corrige, « Tout. » 8h52. L'officier PJ reçoit un appel radio. Il écoute. Son visage change, imperceptible. Ordre du parquet. Mise en garde à vue immédiate de Madame Dumas pour suspicion de blanchiment et entrave. Ma sœur acquiesce comme si elle attendait cette phrase depuis des semaines. Le roi ferme les yeux une seconde. Le troisième homme, lui, regarde toujours moi. « Vous venez avec nous. » Je réponds « Je n'existe pas. » Il dit « Justement. » 8h54. Les menottes sortent. Pas pour moi. Pour elle. Le métal claque. Procédure standard. Ma sœur ne résiste pas. Elle tourne simplement la tête vers moi. Dernière instruction muette. La clé USB reste sur la table. Le roi murmure. « Si vous la laissez, ils la prendront. Si vous la prenez, vous signez votre retour. »
Je calcule, 2 sorties, 0 identité, une preuve matérielle. Le troisième homme avance. Je saisis la clé USB, geste court, décision irréversible. À cet instant précis, l'homme en costume sombre sort son téléphone, envoie un message sans me quitter des yeux. Je comprends qu'il vient de signaler « Le mort est redevenu vivant ». Et dans le couloir, des pas supplémentaires approchent, plus nombreux, plus lourds, comme si tout l'immeuble venait d'être informé que je suis enfin localisable. 8h55, les pas se rapprochent. Le couloir se remplit de voix brèves, ordre court. L'officier PJ fait signe. On sort, maintenant. Ma sœur est encadrée. Le Roy marche à côté, dossier sous le bras. Le troisième homme ferme la marche, téléphone en main, écran encore allumé. Je garde la clé USB dans la paume, serrée. Aucun geste visible. Nous avançons. 8h57. Sortie par l'escalier de service. Pas l'ascenseur. Trop exposé. Les caméras du hall enregistrent tout. Dans l'escalier, je repère une porte latérale. Accès technique toiture. Verrou simple. Je mémorise. 9h. Rez-de-chaussée. Une équipe PJ attend. 3 véhicules banalisés. Une caméra de chaîne d'info, déjà en train de filmer l'entrée. Les médias ont été alertés. Ma sœur est poussée doucement, mais fermement, vers une voiture. Le Roy s'arrête une seconde près de moi. Il glisse un mètre sans bouger les lèvres. Quai de Valmy, entrepôt 12. 10h30, si vous voulez comprendre. Je n'acquiesce pas. Je stocke. Le troisième homme observe l'échange. Pas d'aparté. Le Roy hausse légèrement les épaules. Habitude professionnelle. 9h03. Ma sœur est installée dans le véhicule. La portière se ferme. Aucun cri, aucun appel. Elle me regarde à travers la vitre. Elle ne supplie pas. Elle constate. Le convoi démarre. Je reste sur le trottoir avec 2 agents qui ne savent pas exactement quoi faire de moi. L'officier PJ demande « Vous êtes qui ?» Je réponds « Maintenance ». Mensonge faible, mais suffisant dans le chaos. Le troisième homme intervient. Il vient avec moi. Pas une demande, une extraction. 9h06. Il me guide vers une voiture noire différente. Pas celle du parking. Celle-ci a des vitres plus épaisses. Je m'arrête. Je ne monte pas. Il répond. Alors vous mourrez une deuxième fois. Cette fois, sans dossier. Il ouvre la portière. Je calcule. Si je refuse ici, je suis pris par la PJ ou par lui. Si je monte, je gagne du temps. Je monte. 9h09. La voiture démarre. Direction nord, sans sirène, sans urgence. À l'intérieur, silence. Le conducteur ne parle pas. Le troisième homme sort un dossier papier. Il le pose entre nous. Vous pensez que votre sœur vous a volé ? Je ne réponds pas. Il ouvre. Photo de surveillance. 7 ans. Moi dans des gares, moi dans des hôtels, moi dans des chantiers. Chaque identité, chaque ville. Je comprends. J'ai été suivi. Il tourne une page. Une photo récente. Moi cette nuit dans le local technique. Il dit « Nous avons laissé votre fiction fonctionner. Parce qu'elle servait. » Je demande « Qui êtes-vous » Il répond « Le comité. » Aucun autre détail. 9h14. Il sort une enveloppe. À l'intérieur, un passeport. Nom, Julien Martel. Photo, moi, document parfait. Il ajoute « Vous vouliez exister pour détruire. Maintenant, vous existez pour payer. » Je regarde le passeport. Je dis « Je ne dois plus rien, je suis mort. » Il répond « Vous devez la collection. » Il tapote ma main où la clé USB est cachée. « Et vous devez votre sœur. Elle a tenu l'accord, jusqu'à ce qu'elle tente de sortir. » 9h18. Nous traversons le périphérique. Le paysage change. Entrepôt, quai, zone morte. Je comprends que quai de Valmy n'était pas un conseil. C'était un point de rendez-vous déjà surveillé. Le troisième homme poursuit. À 10h30, vous livrez la clé. À 11h, votre sœur est libérée, officieusement. À 11h30, vous redevenez mort, définitivement. Je demande « Et si je refuse ?» Il répond « Alors elle tombe, et vous aussi. » Procédure. 9h22. Mon téléphone vibre, impossible. Je n'ai pas de ligne active, je regarde. Un appareil a été glissé dans ma poche, inconnu. Message affiché. Ne va pas à l'entrepôt, Leroy est déjà mort. Je fixe l'écran. Le troisième homme n'a pas vu. Je relève la tête. Devant nous, au loin, les grues du canal. Et je comprends que quelqu'un, dans cette mécanique, vient de supprimer le seul fusible prévu, ce qui signifie que le plan n'a plus de sortie contrôlée. Je détruis la clé USB avant l'entrepôt. Les données fondent, la collection disparaît. Le roi est retrouvé mort avant d'être utilisé comme fusible. La fondation s'effondre publiquement, compte gelé, enquête, arrestation. Ma sœur reste en garde à vue, calme, sans résistance.
Un notaire me fait parvenir une lettre de mon père. J'avais moi-même signé le transfert en sa faveur avant ma disparition, pour sauver les actifs des créanciers. Elle n'a pas volé, elle a exécuté. La vengeance parfaite se révèle être mon propre mécanisme. Je reste mort administrativement. Elle survit dans la même zone grise. Silence.